Et bon réveil, c'est le morning, merci d'être avec nous. Voici les titres à la une de l'actualité ce mercredi. L'espion israélien Jonathan Pollard sera libéré le 21 novembre prochain, c'est désormais officiel. Après des années de refus obstinés, les États-Unis valident donc sa libération conditionnelle. Cet officier de la marine américaine a passé 30 ans en prison pour avoir transmis des documents confidentiels à Israël. Laurent Fabius est attendu en Iran ce matin. Un accueil mitigé attend le chef de la diplomatie française. À qui Téhéran reproche sa fermeté tout au long des négociations. Les conservateurs iraniens ressortent même la carte de l'affaire du sang contaminé. Et puis on s'arrête ce matin sur cette promesse réitérée par François Hollande. Il conditionne sa candidature en 2017 à la baisse du chômage, intégrité politique ou stratégie électorale. Décryptage à suivre. Coup d'envoi de la 14e édition des Jeux Olympiques Juifs. Les Maccabiades européennes se tiennent durant 10 jours et pour la première fois en Allemagne dans le même stade que les Jeux organisés par les nazis en 1936. Enfin, les réseaux sociaux ont bouleversé notre façon de communiquer et avec eux, ils ont souvent balayé les règles élémentaires d'orthographe. Une célébrité monte au créneau pour sauver Twitter des coquilles en tout genre. Il s'agit de Kim Kardashian. Bienvenue à tous. L'espion israélien Jonathan Pollard a donc obtenu une remise en liberté qui devrait prendre effet le 21 novembre prochain. Cet agent de la marine américaine était emprisonné depuis 30 ans pour avoir transmis des documents confidentiels à Israël. Israël qui n'a cessé de réclamer sa libération. Retour sur cette affaire qui empoisonne les relations entre les deux alliés depuis 30 ans. Elsa Mourgue. La date de sa libération est finalement fixée. Ce sera le 20 novembre 2015. C'est ce qu'a annoncé mardi soir Ayelet Shaked, la ministre israélienne de la Justice, sur son compte Twitter. Les rumeurs sur une possible libération de Jonathan Pollard en novembre prochain avaient pris de l'importance ces derniers jours, particulièrement en Israël. Elles viennent donc d'être confirmées par le gouvernement de l'État hébreu. Condamné à la prison à vie et après avoir passé 30 ans incarcéré, l'espion israélo-américain ne pourra pas quitter les États-Unis pendant encore 5 ans, a précisé son avocat, une période durant laquelle il sera en liberté conditionnelle. Jonathan Pollard, agent de la marine américaine, avait été arrêté aux États-Unis en 1985 pour espionnage à la solde d'Israël. Depuis, le prisonnier était devenu une source de tension entre les deux États. Les gouvernements successifs israéliens ont plaidé tour à tour pour sa libération, estimant qu'une peine de prison à vie était une condamnation excessive pour un espion venu d'un pays allié. Jonathan Pollard était également soupçonné d'avoir vendu des informations à l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid ainsi qu'au Pakistan. Daniel Haïk, bonjour. On tente de décrypter ce développement avec vous ce matin. La justice américaine a précisé, en même temps que l'annonce de sa libération, une interdiction de quitter le sol américain pendant 5 ans qui suivront cette libération. Mais une grâce présidentielle pourrait annuler cette interdiction. Est-ce que Barack Obama va s'en mêler ? Peu probable, en tout cas peu probable pour l'instant. C'est vrai que c'est dans les prérogatives du président des États-Unis d'amnistier un prisonnier de ce type, mais pour l'instant il a affirmé, en tout cas à la Maison-Blanche on a affirmé qu'il n'était pas question qu'il y ait que l'on s'en implique, que Obama s'en implique, mais il semble d'une certaine manière que, et là, c'est la grande question, si les relations entre Israël et les États-Unis, si les relations entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama étaient peut-être un peu plus chaleureuses, on aurait pu envisager peut-être que Barack Obama fasse un geste. Il y a des pressions, il subit des pressions depuis de nombreuses années, Barack Obama concernant Jonathan Pollard. Peut-être qu'effectivement, si les relations étaient meilleures, on aurait pu espérer un geste de sa part. Pour l'instant, les relations ne sont pas meilleures, mais il faut rappeler que Barack Obama est président encore pour 15 mois. Après, si un nouveau président arrive, il est probable, il est possible que l'on analyse à nouveau la requête et qu'il soit libéré. Alors justement, cette libération intervient au moment où les États-Unis ont signé l'accord avec le nucléaire iranien. Est-ce qu'on pourrait y voir une sorte de tentative de réconciliation, justement, de la part de Washington avec Israël ? Alors d'abord, pas obligatoirement, c'est-à-dire du côté des Américains, on nie tout à fait le moindre lien entre les deux. À Jérusalem également d'ailleurs. À Jérusalem également aussi. Non, il n'y a pas apparemment de lien officiellement, mais il faut rappeler que Jonathan Pollard a fait l'objet de négociations dans des précédents accords, comme par exemple les accords de White Plantation. Benjamin Netanyahou, à l'époque déjà Premier ministre, en octobre 1998, avait réclamé sa libération. Il devait l'obtenir. Il avait même, Bill Clinton à l'époque avait promis que Jonathan
Jonathan Pollard serait libéré, mais il s'est heurté, même le président des États-Unis s'est heurté à une opposition de George Tenet, qui était alors le chef de la maison, le chef de la CIA, et donc il n'a pas pu libérer Jonathan Pollard. Donc Jonathan Pollard était déjà posé comme un des paramètres d'un échange, d'un accord entre Israël et les États-Unis. Mais la vraie question est surtout qui est satisfait par la libération de Jonathan Pollard. Effectivement, Israël est satisfait, mais c'est surtout, il faut voir du côté du Congrès, du côté des démocrates, des députés, des élus démocrates qui pourraient être tentés, après la libération de Jonathan Pollard, d'être plus favorables à l'accord de Vienne. Et c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut voir. Pour finir, en un mot, à son procès, il a plaidé coupable. Il a déclaré « J'étais les yeux et les oreilles d'Israël ». Sa mission, c'était quoi ? Sa mission, il a effectivement donné des informations importantes, mais je crois qu'on a peut-être exagéré concernant les informations qu'il a fournies. Il faut rappeler que Jonathan Pollard, dans un premier temps, devait être condamné à une petite peine de prison. Et ce n'est que sur proposition de Caspar Weinberger, qui était à l'époque le ministre, le secrétaire d'État à la Défense. Weinberger est arrivé avec un dossier apparemment accablant sur Jonathan Pollard, sur le fait qu'il aurait, par exemple, de par ses activités d'espions, démantelé un réseau d'agents américains en URSS à l'époque, et donc il aurait mis en danger la vie de ces agents-là, et c'est la raison pour laquelle on s'est acharné du côté américain à ne pas vouloir le libérer, et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, il y a des gens qui estiment, du côté des États-Unis, le procureur du procès estime qu'aujourd'hui c'est une peine qu'il n'aurait pas dû être libéré. Et puis il y a aussi un point qu'il faut souligner, la fameuse double allégeance, la punition, en fait, la peine qui n'a pas été atténuée de Jonathan Pollard était aussi un message dissuasif envers l'ensemble du judaïsme américain, qui était bien embarrassé par cette affaire, parce que pour exiger de la part du judaïsme américain une loyauté intègre envers les États-Unis et pas de double allégeance avec Israël aussi. Voilà, affaire d'espionnage entre deux alliés qui touche à sa fin. Merci beaucoup Daniel Haïk. Et puis la tension reste vive ce matin en Cisjordanie dans l'implantation de Bethel. La mobilisation des habitants refusant la destruction de deux bâtiments jugés illégaux par la Cour suprême israélienne se poursuit toujours. Un nouveau verdict est attendu dans la journée. Retour en images sur ces violences qui durent depuis plus de 24 heures. Maxime Pérez. Il est 4 heures du matin quand plusieurs centaines de jeunes investissent deux immeubles en chantier dans l'implantation juive de Bethel près de Ramallah. Barricades improvisées, prières à l'intérieur des édifices, la rébellion s'organise. Très vite, les forces anti-émeutes de la police israélienne interviennent. Il n'est plus question de destruction, mais d'évacuation manu militari. La confrontation était vouée à dégénérer, et elle dégénère. Les bâtiments occupés sont jugés illégaux. La Cour suprême a même ordonné leur destruction le mois dernier. Mais l'appel des habitants de Bethel retarde pour l'instant la sentence, au moins jusqu'au 5 août prochain. Certains ont, semble-t-il, cherché à anticiper l'arrivée des bulldozers. Sur le toit des maisons, les plus radicaux opposent une résistance passive. Ailleurs, des pneus sont brûlés pour gêner l'intervention des policiers israéliens. Bilan des heures, une cinquantaine d'arrestations parmi les habitants juifs, dont certains sont arrivés du nord de la Cisjordanie. Au petit matin, la situation s'est calmée, mais un face-à-face tendu perdure avec les forces de sécurité. Celui qui bâtit des maisons sur la terre d'Israël est un héros, pas comme ces policiers qui aident les terroristes à nous combattre. Mais le gouvernement israélien ne l'entend pas de cette oreille. Les violences de la nuit à Bethel ont provoqué de vives réactions, notamment celle du ministre de la Défense Moshe Ya'alon, qui s'indigne de l'attitude des habitants juifs. J'ai agi et continue d'agir pour les implantations de Judée-Samarie, y compris à Bethel. La majorité des gens le savent. Celui qui croit qu'il peut enfreindre la loi se trompe. Je n'abandonnerai pas. J'attends des ministres du gouvernement qu'ils soutiennent l'état de droit. Des propos incisifs qui font suite aux critiques du foyer juif, le parti de Naftali Bennett, à la fois contre Moshe Ya'alon et le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Nul doute qu'il s'agit d'un nouvel avis de turbulence pour un gouvernement israélien déjà bien fragile. Laurent Fabius est attendu aujourd'hui à Téhéran, mais il n'arrive pas en terrain conquis. Cette visite du ministre français des Affaires étrangères est une première depuis l'accord historique passé entre les puissances occidentales et l'Iran. Mais alors qu'il devra relancer les discussions diplomatiques et économiques, l'ancien Premier ministre pourrait connaître un accueil plutôt glacial sur place. Léonore Jory. Pas de tapis rouge pour Laurent Fabius.
Attendu à Téhéran ce mercredi, le ministre français des Affaires étrangères n'arrive pas en terrain conquis. Les critiques se multiplient en Iran depuis l'annonce de sa visite, la frange conservatrice en première ligne. Plusieurs médias dénoncent le rôle néfaste que la France aurait joué lors des discussions sur le nucléaire, ainsi que la ligne dure que Laurent Fabius aurait tenue. Mais une autre raison fait surface depuis quelques jours, celle de l'affaire du sang contaminé dans les années 80. La France avait alors fourni plusieurs lots de produits sanguins, tuant plusieurs centaines d'Iraniens. Le journal conservateur Jahan News déplore que Laurent Fabius ne se soit jamais excusé et que la France n'ait jamais offert de compensation aux malades iraniens. Plus virulent, certains sites caricaturent même le ministre français, les mains tachées de sang, portant l'étoile de David. Hasard du calendrier, sa visite tombe en pleine semaine nationale de soutien aux hémophiles. Face à ces attaques, quelques voix du gouvernement iranien s'élèvent. Selon le ministre iranien de la Santé, Seyed Hassan Hachemi, Laurent Fabius est une personnalité internationale et il n'est pas dans l'intérêt du pays de soulever cette question maintenant. Le 14 juillet dernier, l'Iran et les grandes puissances avaient conclu à Vienne un accord limitant les activités nucléaires de Téhéran. Depuis, les visites officielles se succèdent. Après le vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel, c'est Federica Mogherini qui était sur place ce mardi. Pour le président français François Hollande, la visite de son ministre et la manière dont il sera accueilli sera un test pour Téhéran. Voilà, et sur les réseaux sociaux, Laurent Fabius est loin de recueillir une vague de sympathie. C'est le cas notamment, Rudy, sur le web iranien. Oui, et il faut quand même rappeler que l'époque, on reproche en fait cette époque où Laurent Fabius était Premier ministre français, et bien qu'il était innocenté en 1999, les conservateurs iraniens reprochent aux diplomates français donc l'envoi de l'eau de sang contaminé à l'étranger, et donc notamment en Iran. Alors sur les réseaux sociaux et surtout dans la presse via l'agence officielle Farce, les plus durs du régime ressortent cette affaire pour un ancien représentant du guide suprême, un certain Mojtaba Zolnour. Fabius vient en Iran pendant la semaine au soutien aux hémophiles, ce qui nous rappelle à nos chers compatriotes qu'ils sont morts à cause de l'importation de sang contaminé et dont le principal responsable est Fabius. Évidemment, ce que l'on fait payer à Fabius, c'est bien plus que cette affaire. Je rappelle qu'il est innocent dans cette affaire, mais plus sa position dure pendant les négociations. Et au-delà de ça, Fabius n'est pas populaire en Iran par le soutien à la même époque de la France à l'Irak lors de la guerre Iran-Irak dans les années 80. Alors devant ce feu nourri de critiques, on l'a dit dans le reportage, le ministre iranien de la Santé, Seyed Hassan Hachemi, a même été obligé de monter au créneau pour éviter l'incident diplomatique. Il a dit que ce n'était pas dans l'intérêt du pays d'avoir droit à un couac diplomatique en ce moment. Évidemment, on va l'éviter ce couac. Merci Rudy, mais on tente de mieux comprendre cette visite avec vous, Myriam, cet accueil glacial qui se profile est dû aussi, on l'a dit, à la fermeté française tout au long du processus de négociation pour arriver à cet accord nucléaire. L'ardoise diplomatique entre les deux pays ne va pas s'effacer du jour au lendemain. Effectivement, il va falloir beaucoup de pédagogie à Laurent Fabius aujourd'hui pour pouvoir tourner la page de relations plutôt chaotiques entre la France et Israël, et ce depuis la création de la République islamique, des relations qui n'étaient pas à leur plus haut niveau également au cours de ces négociations sur le nucléaire iranien. Parce que la France, elle a eu un petit peu le rôle de ce pays extrêmement dur dans ces négociations, qui peut-être d'ailleurs a repoussé dans ses dernières limites, dans ses derniers ultimatums, la date de cet accord, peut-être repoussé de 2 semaines supplémentaires la signature de l'accord. C'est aujourd'hui ce que reprochent les Iraniens à la France, entre autres, parce que les sites conservateurs, eh bien, effectivement, au-delà de ce dossier du sang contaminé, eh bien, ils n'épargnent pas Laurent Fabius aujourd'hui, en cause notamment, et situé aujourd'hui le soutien de la France à Saddam Hussein, et puis également un pays qui serait peut-être à la botte des Saoudiens et des Israéliens. Ce n'est pas précisé autrement dans les médias iraniens. Alors le message que va devoir faire passer François Hollande, c'est que ce qu'il a voulu faire, c'est non pas faire plaisir à ses alliés saoudiens et israéliens qui existent bien, mais plutôt aujourd'hui éviter une situation et un risque bien réel de prolifération nucléaire au Moyen-Orient, et que c'était le but de la fermeté de la position française dans ces négociations. Et puis côté français, il faut le rappeler, on tente également de faire profil bas au sujet de cette visite. François lui-même a eu des mots très durs à l'égard de l'Iran il y a à peine 48 heures. Quelle va être la stratégie française? Alors il est certain qu'il ne faut surtout pas se décrédibiliser. C'est une étape extrêmement délicate et tout est parfaitement étudié. D'abord, le calendrier. Laurent Fabius arrive après l'Allemagne, une semaine après l'Allemagne, le lendemain de l'Union européenne. Ce n'est pas pour rien, il n'était pas question pour les Français de se précipiter au chevet des Iraniens. Et puis aussi très important de diviser aujourd'hui les objectifs des visites. Si Laurent Fabius est en Iran aujourd'hui pour 24 heures, c'est uniquement pour un objectif politique, diplomatique
et pédagogique. En ce qui concerne les intérêts économiques, cela viendra plus tard. Mais il faut souligner que si les intérêts économiques peuvent venir plus tard, c'est peut-être parce qu'il y a eu déjà en janvier 2014 cette fameuse délégation guidée par le MEDEF avec 80 entrepreneurs français qui ont pris grand soin pendant plus d'une semaine d'explorer ce marché de 80 millions d'habitants. Merci beaucoup Myriam. Et puis vous l'avez dit, Laurent Fabius n'est pas le seul Européen à avoir posé le pied en Iran. La chef de la diplomatie européenne est elle aussi à Téhéran. Aux côtés de son homologue iranien, elle a fait part de sa volonté d'appliquer l'accord nucléaire tout en prônant un changement dans les relations entre l'Iran et l'Occident afin d'ouvrir une nouvelle ère. Écoutez Federica Mogherini. C'est en effet un investissement dans un nouveau chapitre des relations entre l'Iran et la communauté internationale. Je pense que le fait de construire la confiance, qu'un vote unanime au Conseil de sécurité de l'ONU ou que l'Union européenne soutienne l'accord sont en soi des choses historiques. C'est l'intrusion la plus massive qu'ait connue le site de l'Eurotunnel depuis des mois de pression migratoire. Dans la nuit de lundi à mardi, 2200 immigrés clandestins ont envahi la zone du tunnel sous la Manche pour tenter de rejoindre l'Eldorado anglais. 1000 autres migrants attendraient en périphérie pour s'y introduire à leur tour. Ariane Ménage. C'est la tentative de passage la plus importante depuis 1 mois et demi. Chaque jour, des migrants tentent de rejoindre la Grande-Bretagne en embarquant sur les navettes de l'Eurotunnel. La nuit dernière, ils étaient près de 2 milliers à tenter la traversée. En déplacement à Londres, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et son homologue Theresa May travaillent afin de renforcer la coopération entre la France et la Grande-Bretagne. Nous nous sommes mis d'accord aujourd'hui, nous travaillerons ensemble pour envoyer les migrants, surtout en Afrique de l'Ouest, afin d'être sûr que les gens voient que faire ce voyage ne mène pas à la possibilité de s'installer en Europe. De chaque côté, les gouvernements font un geste. La Grande-Bretagne a annoncé qu'elle consacrerait un budget d'environ 10 millions d'euros au renforcement de la sécurité du tunnel. La France, elle, a dernièrement renforcé ses effectifs de police à Calais. Ils sont maintenant 300 à y être engagés à plein temps. Mais pour le ministre de l'Intérieur, les efforts doivent aller plus loin. Si nous voulons régler le problème à Calais, si nous voulons dissuader les filières de passeurs de conduire des hommes et des femmes et des enfants en situation de vulnérabilité vers Calais, il faut parvenir à démanteler les filières de l'immigration irrégulière dès les pays de provenance et jusqu'à leur arrivée sur le territoire européen. La police estime qu'une centaine de migrants se trouvent en permanence autour du site de l'Eurotunnel pour tenter un passage. En 2 mois, 8 migrants ont perdu la vie à l'intérieur du site du tunnel sous la Manche. Nouvel acte dans la saga Le Pen. Jean-Marie Le Pen remporte une nouvelle victoire judiciaire dans le conflit qui l'oppose à sa fille. Il faudra un congrès physique et non par courrier pour le démettre de ses fonctions. Solal Azerwal. 3e round gagné par Jean-Marie Le Pen. Face au Front National, la justice lui donne à nouveau raison. Le fondateur du parti d'extrême droite s'était vu destitué de son statut de président d'honneur du FN. Ce fut un échec. Sa fille, Marine Le Pen, souhaitait l'écarter de la tête du parti. En cause, les propos racistes et diffamatoires tenus par Jean-Marie Le Pen, notamment sur les chambres à gaz, détail de la Seconde Guerre mondiale. À 7 voix contre 1, le bureau exécutif l'avait alors suspendu du parti pour ses propos. Ensuite, le Front National a consulté ses adhérents par voie postale pour supprimer le poste de président d'honneur. La justice a mis en cause ce mode de scrutin. À l'instar du TGI de Nanterre, la Cour d'appel de Versailles confirme l'invalidation de cette consultation. Saluée par le député européen Bruno Goldnich, cette décision de justice est une victoire sans appel pour Jean-Marie Le Pen. C'est une défaite personnelle pour M. Florian Philippot et un succès pour tous les patriotes, tous les militants et les électeurs du Front National. J'ai fondé le Front National, je l'ai dirigé pendant 40 ans et j'en suis encore aujourd'hui un des chefs, président d'honneur. Un statut qui peut encore être remis en cause dans un 4e volet judiciaire, l'annulation de sa suspension en tant qu'adhérent au Front National. L'OTAN a apporté son franc soutien à la Turquie dans sa lutte contre l'État islamique. Pas de mention en revanche lors de cette réunion hier de la lutte contre les Kurdes qui sont pourtant l'un des aspects les plus importants de l'engagement militaire d'Ankara. Explication Elsa Mourgue.
La Turquie est entrée en guerre avec le soutien de tous, ou presque. Depuis des mois, l'inaction du gouvernement Erdogan avait été vivement critiquée alors que le pays partage 900 km de frontières avec la Syrie. L'OTAN, réunie à la demande d'Ankara, assure son allié turc de sa solidarité dans son offensive contre le I et contre les Kurdes. Je félicite la Turquie pour l'augmentation de ses efforts pour lutter contre l'organisation État islamique. La Turquie y contribuait déjà. La Turquie est l'hôte d'une partie des installations de formation des forces modérées en Syrie. Frappes aériennes et rafles policières contre les islamistes pleuvent. Plus d'1 millier d'arrestations en moins d'une semaine, mais des arrestations qui visent principalement les Kurdes, accusés de terrorisme par Ankara, qui a d'ailleurs lancé vendredi soir une série de raids aériens contre les bases arrières du PKK, le parti des travailleurs kurdes. Ces derniers ont revendiqué l'assassinat de plusieurs policiers turcs qu'ils accusent de complicité avec l'État islamique. Bien que les Kurdes aient été en première ligne sur le terrain dans la bataille contre Daesh, notamment à Kobané, Recep Tayyip Erdogan les place sur le même plan que l'État islamique. Le processus de paix et la trêve entamée en 2013 entre les rebelles et le gouvernement turc sont désormais de l'histoire ancienne. Premier président américain à s'exprimer à la tribune de l'Union africaine, Barack Obama a fustigé hier depuis Addis Abeba les dirigeants africains qui s'accrochent au pouvoir et a appelé le continent à éradiquer le cancer de la corruption, selon ses mots. Il a parallèlement exhorté le monde à changer de regard sur l'Afrique. Léa Berdugo. Ce discours était qualifié d'historique car c'est la première allocution d'un chef d'État américain devant l'Union africaine. Et Barack Obama a tenu à marquer le coup. Il a appelé l'Afrique à agir contre la corruption. Rien ne débloquera plus efficacement le potentiel économique de l'Afrique que de mettre fin au cancer de la corruption. Et vous avez raison, ce n'est pas uniquement un problème qui concerne l'Afrique, c'est aussi un problème qui concerne ceux qui font du commerce en Afrique. Le président américain a également enjoint les dirigeants africains à adhérer aux principes démocratiques tels que la liberté d'expression ou de réunion. Le but, selon lui, assurer le développement du continent. Il s'est également érigé contre ces chefs d'État qui s'accrochent à leur siège. Les progrès démocratiques en Afrique sont en danger quand des dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat. Une partie de son allocution était destinée à changer le regard du monde extérieur sur l'Afrique, l'idée étant de bâtir de véritables partenariats. Le chef d'État en a profité pour épingler implicitement la Chine, qui a ravi aux États-Unis la place de premier partenaire commercial de l'Afrique. Barack Obama a critiqué les pays dont les relations économiques se limitent à la construction d'infrastructures ou à l'extraction de ressources naturelles africaines. Le président américain a tenu à affirmer le soutien des États-Unis à l'Afrique en matière de lutte antiterroriste, sans toutefois faire de promesses concrètes. C'était un homme au destin exceptionnel. Samuel Pisar est décédé lundi à l'âge de 86 ans, survivant des camps de la mort. Il est devenu conseiller du président Kennedy et avait obtenu la citoyenneté américaine par un vote du Congrès. Avocat international, écrivain, il n'a cessé de parler au nom des disparus aux générations suivantes. Léa Berdugo. Un humaniste à l'incroyable parcours disparaît à l'âge de 86 ans. Jeune rescapé de la Shoah, ancien collaborateur de John Kennedy, avocat des stars hollywoodiennes, Samuel Pisar a vécu plusieurs vies. Il naît en 1929 dans une famille aisée de Pologne où l'on parle français, yiddish et polonais. En 1939, lors de la partition de la Pologne, la ville de la famille Pisar se retrouve sous contrôle soviétique. 2 ans plus tard, Hitler reprend la ville de Białystok. La famille est ainsi expulsée dans un ghetto juif. Son père est arrêté et exécuté. Sa mère et sa sœur, dirigées à Treblinka, lui, se retrouvent déportés à Majdanek avant d'être transférés à Auschwitz et Dachau. Il est libéré à 16 ans par l'armée américaine. Le jeune homme reprend ses études et obtient un double diplôme de la Sorbonne et de l'université américaine d'Harvard, où il se fait repérer par un certain John Fitzgerald Kennedy. Il y avait dans le conseil de gouverneur de l'université un jeune homme qui s'appelait John Kennedy. Il a capté le message et comme il me l'a expliqué plus tard, il se dit si je suis aux affaires un jour, je vais revenir à cette idée. C'était au zénith de la guerre froide. Et c'est comme ça que j'ai atterri un jour
à Washington. Après l'assassinat de Kennedy, Samuel Piza rejoint la Californie. Il devient alors l'avocat des stars hollywoodiennes, parmi elles Ava Gardner ou Marlon Brando. Tout au long de sa vie, il n'a cessé de défendre la cause des droits de l'homme. Ambassadeur de l'UNESCO, président fondateur du comité français de Yad Vashem, il a relaté sa captivité à Auschwitz dans son ouvrage Le sang de l'espoir. Les hommages se sont succédés sur les réseaux sociaux. François Hollande a salué un homme au destin exceptionnel. Voilà pour ce grand homme. Toute autre chose à présent. Les réseaux sociaux ont bouleversé notre façon de communiquer. Avec eux, ils ont souvent balayé les règles élémentaires d'orthographe. Une célébrité monte au créneau pour sauver Twitter des coquilles en tout genre. Mais vous savez, il s'agit de Kim Kardashian. Et oui, qui aurait cru que l'orthographe était si chère au cœur de Kim Kardashian? Serait-elle fatiguée des multiples coquilles de ses 34 millions de followers sur Twitter? Samedi, en tout cas, elle a proposé qu'il soit possible de modifier un tweet quand bien même il a déjà été envoyé dans le but de pouvoir en corriger donc les éventuelles fautes d'orthographe. Alors regardez le tweet de Kim Kardashian. J'ai écrit un mail à Twitter pour leur demander s'il était possible d'ajouter donc une nouvelle fonction afin qu'on ne soit pas obligé d'effacer un tweet et le poster à nouveau quand on écrit mal un mot. Un post retweeté 38 000 fois et pas que des férus de nuances étymologiques, j'imagine. Bref, de façon inattendue, une suggestion intelligente, relèvent les médias, de la part de la bimbo multimillionnaire. D'ailleurs, la proposition a été accueillie favorablement et très positivement par Jack Dorsey, qui est le cofondateur de Twitter, qui n'a pas vraiment le choix entre nous, vu la popularité de Kim. Son tweet, regardez, une idée géniale, nous sommes constamment à la recherche d'idées rendant les choses plus faciles et plus rapides. On précise néanmoins que le réseau social, aux 300 millions d'utilisateurs, n'a pas donné de réponse officielle quant à cette nouvelle fonction, mais on n'oublie pas non plus que Kim figure parmi les 100 personnes les plus influentes de ce monde selon le Times. Voilà, elle risque d'être entendue et elle ne fait pas que des efforts pour l'orthographe, elle veille aussi à la propriété intellectuelle. Alors c'est Twitter qui veille à la propriété intellectuelle, mais Kim, je suis sûre, va s'y mettre bientôt elle aussi. Beaucoup de comptes qui s'amusent à copier-coller vos blagues et autres caractères. Alors bientôt en France, si votre copyright ou celui de Malraux est malmené, eh bien c'est possible d'alerter Twitter et le tweet copieur sera alors supprimé si tout se passe bien, même si dans la grande majorité des cas, ça ne concerne pas ces éditoriaux de 140 caractères, mais plutôt des vidéos et des photos. En tout état de cause, si vous êtes accusé à tort, vous avez 10 jours pour faire appel sur Twitter. Voilà, un peu d'ordre qui est mis dans Twitter. Merci beaucoup, Betsabé. À suivre, juste après un nouveau journal, la 14e édition des Jeux Olympiques Juifs a démarré. Les Maccabiades européennes se tiennent durant 10 jours et pour la première fois en Allemagne, dans le même stade que les Jeux organisés par les nazis en 1936. Nous serons sur place après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Daniel Atlan. Restez avec nous. Et on est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, on s'arrête à présent sur cette promesse réitérée par François Hollande. Il conditionne sa candidature en 2017 à la baisse du chômage. Alors intégrité politique ou stratégie électorale, on va voir ça dans un instant avec vous, Rudy. Mais avant cela, le rappel des faits en images et c'est signé Léonore Jory. Un pari de plus en plus risqué pour François Hollande. Faire baisser les chiffres du chômage d'ici la fin de son mandat, c'est le défi que veut relever le président français. Sans cela, il l'affirme, il ne sera pas candidat à sa succession en 2017. Il s'agit de faire diminuer le chômage suffisamment longtemps pour que ce soit suffisamment crédible. J'avais pris un engagement. Cet engagement devra être tenu. S'il n'y a pas de résultat, il ne peut pas y avoir de crédibilité sur une candidature. Et pour l'instant, les chiffres ne sont pas en sa faveur. Pôle emploi a recensé au mois de juin plus de 3 millions de chômeurs en métropole, une quasi-stagnation de la courbe, tout comme sa cote de popularité, toujours en dessous de 30%. Depuis son élection en 2012, François Hollande n'a connu que 4 mois de baisse du chômage. Mais le secrétaire d'État Jean-Marie Le Guen restait optimiste. Lors de la publication des chiffres du mois d'avril, il avait affirmé que la croissance allait repartir et affiché son soutien au président.
Nous avons tous les éléments qui nous laissent à penser qu'à la fin de l'été, au début de l'automne, il y aura un retour de croissance relativement important dans notre pays. Le chômage s'inversera. Les résultats seront... Dit, hein. Oui, je le redis. Notre politique économique portera ses fruits et François Hollande sera notre candidat. En 3 ans, près de 630 000 chômeurs supplémentaires se sont inscrits à Pôle emploi. Selon certains spécialistes, les signes de reprise se multiplient pourtant, mais tardent à se faire ressentir sur le marché du travail. Si la courbe est toujours loin de s'inverser, elle progresse tout de même moins vite. Rudy, François Hollande n'en démord pas. Hein. Il insiste sur cette promesse de lier sa candidature à la baisse du chômage, sauf que cette fois, il apporte quelques précisions. Oui, alors c'est désormais une tradition. Hein, et pour la 3e fois consécutive, François Hollande a participé lundi soir au dîner donc de l'association de la presse présidentielle composée de nombreux journalistes. Et à cette occasion, il a encore répété, confirmé, mais aussi précisé cette pensée. Oui. Comment voulez-vous qu'à la fin du mandat, si j'ai échoué sur la croissance, échoué sur le chômage, échoué sur le redressement du pays, je puisse dire j'ai la solution pour la suite? La volonté, c'est de vouloir faire baisser le chômage. Et je l'ai dit moi-même. Si je n'y parvenais pas à la fin de mon mandat, je pensais que j'irais devant les Français en leur disant voilà, je n'y suis pas arrivé pendant 5 ans, mais je vous promets, les 5 prochaines années, je vais y parvenir. Ça ne marche pas comme ça. Je serai jugé sur une obligation de résultat. S'il n'y a pas de baisse du chômage, je l'ai dit plusieurs fois, je ne serai pas candidat. Parce que du chômage par rapport à mai 2012 Non, enfin, d'inversion de ce qui était l'augmentation du chômage, oui. Alors voilà, du côté des sympathisants de droite, on appelle ça du comique de répétition, où au passage d'ailleurs on critique la modification du mode de calcul, mais ça c'est une autre histoire. Alors cela dit, François Hollande a enfin donné plus de précisions sur cette promesse. L'année clé sera 2016 car il a affirmé il faut qu'il y ait une baisse du chômage tout au long de cette année-là sur sa globalité. Il a aussi précisé qu'il se présenterait même si le chômage ne revenait pas à son taux de 2012, à l'époque où il a pris le pouvoir. Il sait bien que cette promesse est absolument impossible. Son objectif donc c'est l'inversion de la courbe calculée sur une année. C'est un pari risqué au vu donc des derniers chiffres. Voilà, un pari risqué au niveau politique également hein, pour François Hollande. Oui, alors si on considère l'impact désastreux de sa première promesse non tenue, hein, c'est-à-dire de faire baisser le chômage dès la fin d'année, c'était à son arrivée au pouvoir, eh bien effectivement c'est un pari risqué qui pourrait sonner le glas de ses ambitions pour 2017. Mais imaginez un instant le contraire, si fin 2016 la courbe du chômage s'est en effet inversé, eh bien c'est avec un bilan positif que François Hollande se lancera dans la bataille pour retrouver donc son siège de président, lui qui justement avait misé sur la critique du bilan de Nicolas Sarkozy pour atteindre le pouvoir. Et puis alors qu'on lui reproche d'être flou hein, généralement dans sa direction, eh bien cette promesse sonne comme le retour de l'intégrité politique. Il se pose en homme d'État tel un De Gaulle qui quitte le pouvoir parce que désavoué par le peuple. Alors pour une fois avec Hollande, eh bien les choses seraient enfin claires, certes. Alors effectivement, il se met en danger, mais en cas de réussite, il se pose vraiment comme un homme intègre qui pourrait se sentir pousser des ailes et finalement plus légitime que jamais. Et puis dernière chose, Hollande est un fin tacticien, on le sait, eh bien il sait qu'une baisse du chômage n'est pas forcément liée à sa politique, mais à une conjoncture économique mondiale positive qui pourrait tout simplement le porter. Et puis finalement, au-delà de toute considération politique, tacticienne, eh bien il se dit peut-être que cela ne sert à rien de s'accrocher à son poste quand on a un mauvais bilan. Voilà, une bonne stratégie, quelle qu'elle soit. Merci beaucoup, Rudy. C'est un événement chargé de symboles qui se déroule à Berlin, dans le stade olympique construit par Hitler pour les Jeux de 1936. Alors ont débuté hier soir les Maccabiades, que l'on appelle aussi les Jeux olympiques juifs, et dont l'origine remonte justement à la période précédant la Shoah. Un retour aux sources, en quelque sorte, pour vaincre les démons du passé. Solal Lazeroual. Des athlètes juifs à Berlin. 2300 sportifs originaires de 36 pays se réunissent dans un lieu hautement symbolique. Dans ce stade, le Waldbühne, Adolf Hitler avait présidé l'ouverture des Jeux olympiques d'été de 1936. Je pense que c'est très bien, après ce qu'il s'est passé en Allemagne, après Hitler et après le nazisme. C'est très bien que les Maccabiades se déroulent à Berlin. Berlin, berceau du nazisme, de la Shoah, du Troisième Reich. 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la capitale allemande accueille les 14e Maccabiades européennes. Manifestations sportives, les Maccabiades réunissent tous les 4 ans des athlètes juifs du monde entier. 1932,
la première édition des Maccabiades avait lieu en Israël, à Tel Aviv. C'est important d'être de retour à Berlin, car l'histoire des Maccabiades est aussi une histoire berlinoise. En 1921, la Fédération internationale des Jeux est fondée à Berlin avec un président allemand. En 1932, les Jeux ont lieu en Israël tout en étant organisés depuis Berlin. Aujourd'hui, nous sommes de retour ici et nous avons dépassé cette époque difficile. Surnommés les Jeux de la réconciliation, ces Olympiades ne sont pas que sportives. Les échecs, le bowling et le bridge sont des épreuves aussi importantes que la natation, le football ou le tennis. C'est surtout l'occasion de découvrir la communauté juive d'Allemagne, vitrine de la réconciliation. Désormais, il y a près de 200 000 juifs allemands. Après la Shoah, c'est une démonstration de la capacité de résilience et de la force du peuple juif. Ça va être un grand moment. Un grand moment, mais sous haute surveillance. Ouverte à tous et gratuite, les Maccabiades attirent des milliers de spectateurs. Pour éviter d'être la cible d'un attentat terroriste, le Shin Bet s'associe à la police berlinoise. Il a également été demandé aux athlètes juifs de faire preuve de discrétion dans les rues de Berlin. Et durant 10 jours, on l'a dit, ce sont 2300 athlètes venus de 36 pays qui vont s'affronter dans 19 disciplines. Le coup d'envoi des Jeux a donc été donné hier soir par le président allemand en personne devant 15 000 spectateurs sur place. Notre envoyé spécial Mathias Inbar. Mathias, un moment fort en symbole. C'est d'ailleurs la première fois qu'un tel événement a lieu à Berlin. Et pourquoi on parle de symbolique? Puisque 79 ans plus tôt, Adolf Hitler se servait de l'organisation des Jeux Olympiques d'été de 1936 pour prouver la suprématie du pouvoir nazi. Des croix gammées flottaient tout autour de nous, tout autour de ce complexe. Eh bien, les organisateurs ont voulu promouvoir la tolérance. Et sur scène, derrière moi, notamment le chanteur chassidique américain Mathis Yaou, en duo avec le musicien allemand d'origine égypto-tunisienne Adel Tawil. 70 ans après la fin de la Shoah, ces Maccabiades marqueront également les 50 ans des relations diplomatiques entre Israël et l'Allemagne. On en aurait presque oublié la compétition. 2000 sportifs de 36 pays concourant autour de 19 disciplines. Voilà, il faut le rappeler, les athlètes juifs et israéliens conservent des traumatismes liés à deux événements. On l'a dit, les Jeux de 36, mais également les Jeux Olympiques de Munich en 72. Là aussi, en Allemagne. Julien, on revient avec vous sur ces deux dates clés. Absolument, on va donc commencer par 1936. Il faut comprendre à l'époque ce qui s'est passé. Donc on a entendu Mathias Inbar rappeler ces Jeux Olympiques sous l'époque du nazisme. Évidemment, les Jeux Olympiques avaient été attribués à Berlin bien avant l'arrivée des nazis au pouvoir. Personne ne pouvait prévoir ce qui allait se passer, à savoir l'arrivée d'Hitler et de la Shoah. La cérémonie s'était déroulée le 1er août 1936 devant des dizaines de milliers de spectateurs. Adolf Hitler était entré dans le stade avec tout le monde qui faisait évidemment le salut nazi. Il y avait eu un défilé des brigades des jeunesses hitlériennes et il y avait eu la marche d'hommage de Richard Wagner qui était entonnée par l'orchestre. On voit des images d'archives de l'époque. Vous voyez tous ces sportifs qui font le salut nazi. On va voir d'ailleurs aussi Adolf Hitler. Et vraiment, pour le Führer à l'époque, c'était le moment, l'événement pour faire la propagande du nazisme et la promotion de l'idéologie de la supériorité de la race aryenne. Il n'a pas trop réussi parce qu'il y a eu des athlètes noirs qui ont gagné des médailles, donc ça allait à l'encontre de ce qu'il voulait. Aujourd'hui, le président de la Fédération juive allemande estime que ce sont des Jeux de la réconciliation. Il y avait eu un débat vraiment autour de ces Jeux. Est-ce qu'on peut organiser des Maccabiades à Berlin quand il y a encore des survivants de la Shoah qui sont en vie? Certains estiment que non, c'était un manque de respect. D'autres estiment à l'inverse que c'était une revanche sur l'histoire, que c'était important, une manière de dire que le nazisme n'a pas gagné. Ils estiment aussi que 70 ans après la Shoah, il faut arrêter de culpabiliser la jeune génération allemande. Notez qu'une cérémonie du souvenir a eu lieu dans un camp de concentration au nord de Berlin lundi. Donc on voit que jusqu'au bout, ces Jeux restent liés à la mémoire de la Shoah. Voilà, autre date qui a traumatisé les athlètes israéliens, cette fois Munich 72. Les athlètes israéliens, la communauté juive aussi de Munich. C'est encore un raté pour l'Allemagne parce que Munich 1972, c'était censé tourner la page de 1936. C'était censé effacer le souvenir de ce traumatisme des Jeux sous le nazisme. Mais le 5 septembre 1972, à 4h30 du matin, des terroristes palestiniens, ils sont 8, ils appartenaient à l'organisation Septembre Noir. Ils sont entrés dans le bâtiment où étaient logés les sportifs israéliens, les athlètes israéliens. Il y avait très peu de sécurité à l'époque, pratiquement aucune mesure de sécurité. C'est pas le plan Vigipirate qu'on connaît aujourd'hui. Le groupe
demander la libération de détenus palestiniens en Israël, 236 terroristes. Golda Meir, le Premier ministre israélien de l'époque, refuse toute négociation avec les terroristes. Et la prise d'otage se termine dans le sang. On va juste terminer avec une image. Regardez cette image, c'est la ministre de la Culture israélienne. C'était en 2012 à Londres pour les 30 ans de ce massacre. Il demandait qu'il y ait une cérémonie officielle ait lieu en souvenir de ces athlètes. Ça n'avait pas été le cas. Elle s'était donc levée avec un brassard noir, une minute de silence qu'elle avait fait pendant la cérémonie d'ouverture de Londres 2012. Merci beaucoup, Julien. Un des thèmes incontournables de l'été, vous le savez, ce sont les histoires d'amour. On appelle ça les amours de vacances, mais pas seulement, ça vient aussi avec des défis. Et oui, vous l'avez attrapé sur la plage, mais vous ne savez pas comment le garder. Alors voici quelques conseils que vous nous avez concoctés. Et il ne s'agit pas d'un ballon, il s'agit bien d'un homme. Alors loin de moi l'idée de vous bercer de clichés, de conseils sexistes et autres stéréotypes du genre de ceux qu'on peut lire dans Glamour, par exemple, regardez, où l'on peut lire les recommandations comme ranger dans votre frigo ses boissons favorite, mêlez-lui la dernière révélation sur sa série TV préférée, ou encore ouvrez-lui la porte en petite tenue ou toute nue. Ah non, pardon, ça c'est un bon conseil. Alors, sauf que votre partenaire, eh bien, n'est pas forcément toujours un fan de ballon, prêt à sauter sur tout ce qui bouge, et vous pas nécessairement dédié à mettre de côté votre ambition professionnelle pour chouchouter ce mâle qui vous échappe. Alors maintenant que les bases du problème sont un peu plus claires, on peut parler sérieusement. Il vous faut du conseil solide, du scientifique. Voici donc quelques conseils pour faire craquer votre homme scientifiquement prouvé avec l'aide du Guardian, et vous allez voir à consommer quand même avec modération. Alors s'il vous dit qu'il vous aime, qu'il aime passer du temps avec vous, que qu'il dit quelque chose de sympa de ce genre-là, eh bien immédiatement, arme secrète, faites-lui plaisir. Et oui, vous aurez eu le temps de savoir ce qu'il aime. Alors le dernier jeu GTA, jeu sur PlayStation, faites-lui un énorme sandwich à la mayo, donnez-lui un cookie, un massage, peu importe. L'important, c'est que son cerveau intègre l'équation « je l'aime » égale plaisir. Et inversement, si monsieur préfère tout à coup passer la nuit avec ses potes, faites en sorte qu'il le regrette. Malheureusement, mon statut ne me le permet pas légalement de vous donner des idées plus farfelues, mais par exemple, vous pouvez faire une blague de ce genre plutôt désagréable. Voilà. D'autres conseils un peu plus soft? Alors, autre conseil, ressemblez-lui. Apparemment, ça marche. Les extrêmes satires, ce serait un cliché, un mythe. De nombreuses études ont montré qu'au contraire, on est attiré par ceux qui nous ressemblent. Conclusion, il doit se voir en vous. Vous n'avez plus qu'à aller chez le coiffeur, vous faire couper les cheveux ou regarder la télévision en restant la bouche ouverte. Mais, autre conseil, ça ne suffit pas qu'il devienne fou et dépendant de vous. Il ne faut pas qu'une autre femme s'en approche. Et oui, alors comment écarter cette ombre menaçante? Eh bien, la transpiration de l'homme, c'est prouvé scientifiquement, attire les femmes. Et oui, du coup, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut réguler la transpiration de monsieur, empêchez-le de s'hydrater, par exemple, ou alors l'immerger pendant qu'il ne fait pas attention. De sortir de la maison aussi, tout simplement. Exactement, on allait y venir. C'est limite criminel, l'hydratation. Vous pouvez l'immerger d'antitranspirant dans un moment où il ne fait pas attention, par exemple. Faire confiance, non, c'est has-been complet. Non, ça c'est has-been complet. Et puis c'est pas scientifiquement prouvé. Et puis dernier conseil pour la route, sans doute le plus efficace de tous, pensez au syndrome de Stockholm, kidnappez-le, attachez-le, il sera à vous pour toujours. Ça, exactement. Ça va, vous avez noté? Alors j'attends depuis tout à l'heure à quel moment on va se tourner vers moi. J'avais très peur sur quelle partie je devais réagir. Je trouve ça criminel l'hydratation. La déshydratation. Merci pour tous ces conseils, moi j'ai tout noté. À suivre, on reparle de la mobilisation des habitants des implantations de Cisjordanie. Une mobilisation qui se poursuit après la décision de détruire 2 bâtiments illégaux à Bethel, près de Ramallah. Le gouvernement de droite de Benyamin Netanyahou se déchire autour de cette question. Décryptage après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Daniel Atlan. Ce sera dans 2 petites minutes. Restez avec nous. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. La tension, je vous le disais, reste vive ce matin en Cisjordanie dans l'implantation de Bethel. La mobilisation des habitants refusant la destruction de 2 bâtiments jugés illégaux par la Cour suprême israélienne se poursuit toujours. Un nouveau verdict est attendu dans la journée. Je vous propose d'écouter la réaction du ministre de la Défense, Moshe Ya'alon. J'ai agi et continue d'agir pour les implantations de Judée-Samarie, y compris à Bethel. La majorité des gens le savent. Celui qui croit qu'il peut enfreindre la loi se trompe. Je n'abandonnerai pas. J'attends des ministres du gouvernement qu'ils soutiennent l'état de droit.
Alors des heurts ont éclaté depuis 24 heures entre les habitants de cette implantation qui refusent de se faire déloger par l'armée israélienne. Daniel Haïk, on va revoir ces images. Est-ce que ce niveau de violence est inhabituel ? On peut dire inhabituel depuis ces dernières années. Effectivement, pour revenir à un tel niveau de violence, il faut se rappeler les événements d'Amona en 2006 sous le gouvernement d'Ehud Olmert, où il y avait eu d'extrêmes violences de part et d'autre, avec des blessés du côté des forces de sécurité et du côté des habitants des implantations juives. Il y a une véritable colère qui s'exprime de la part des habitants. Ils ont été surpris, ils ont été pris de court par les forces de police, et cela s'exprime donc de ce côté-là, et eux affirment que la police a agi de manière extrêmement violente. Alors, après un nouveau recours, la Cour suprême devra trancher une nouvelle fois sur le sort de ces 2 bâtiments dans la journée. Une décision est donc attendue aujourd'hui. Pourquoi ces 2 bâtiments sont illégaux ? D'abord parce qu'apparemment, selon la Cour suprême, ils sont situés sur le territoire, un terrain appartenant à un Palestinien. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que depuis la semaine dernière, il y a un développement qui est intervenu, puisque la commission de planification qui dépend de l'administration civile à l'intérieur de la Judée et de la Samarie, civile, c'est un bien grand mot puisque c'est géré par les militaires, par l'armée israélienne, eh bien cette commission a statué la validité de cette construction. Et donc il y a un permis de construire désormais, et c'est la raison pour laquelle on veut, du côté même de l'État, modifier la situation et essayer d'influer sur la position de la Cour suprême. Oui. En tout cas, cette affaire est peut-être symptomatique du réveil de ce mouvement nationaliste. Au même moment, toujours en Cisjordanie, c'est autre point chaud, ça se passe à Sanour avec une mobilisation organisée dans cette implantation évacuée il y a 10 ans au moment du retrait de la bande de Gaza. Sur place, Maël Benoliel. La nuit dernière, plusieurs centaines d'Israéliens se sont rendus ensemble à une dizaine de kilomètres de ce point de passage, en plein cœur de la Cisjordanie. Leur but serait installé dans l'implantation juive de Sanour, démantelée en août 2005 dans le cadre du plan de désengagement du Gush Katif et de Samarie du Nord. Un lieu pourtant en zone A, strictement géré et contrôlé par l'autorité palestinienne et interdit d'accès aux Israéliens. Jusqu'en 2005, une centaine de personnes, des juifs religieux pour la plupart, vivaient dans cet avant-poste illégal avant de se faire expulser et de voir leur maison détruite par Tsahal. Une expulsion ressentie comme un véritable crime. 250 Israéliens environ sont parvenus sans le moindre problème à prendre position dans la nuit à Sanour, en territoire palestinien. Les autorités israéliennes leur ont donné jusqu'à 14 h aujourd'hui pour évacuer les lieux. Une évacuation à laquelle nous ne pourrons pas assister, l'armée israélienne n'autorisant pas les journalistes venus couvrir l'événement à traverser ce point de passage derrière moi. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que d'anciens habitants accompagnés par des hommes politiques et des partisans essaient de retourner à Sanour pour refonder une communauté. 10 ans après l'expulsion, il est temps de réparer et cette réparation commence ici en Samarie du Nord. Je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel enfant israélien sait que le désengagement était une grave erreur. En dehors du terrorisme et d'un Hamasland, cela ne nous a rien rapporté. En 2008, un groupe de 150 personnes parvient déjà jusqu'aux ruines du village où seule une citadelle reste intacte après la démolition de celui-ci, à l'été 2005. C'est d'ailleurs dans cette même citadelle que s'est réfugié le groupe d'Irréductibles la nuit dernière. Sur place, scène d'euphorie. Une euphorie à laquelle devrait mettre fin rapidement l'armée israélienne qui a menacé d'évacuer le groupe de force si celui-ci ne partait pas de lui-même. L'armée leur avait donné jusqu'à 14 h pour le faire. Voilà, mais l'armée n'est toujours pas intervenue, il se trouve toujours sur place. Daniel, est-ce qu'on peut parler d'un réveil du mouvement des implantations de ce courant nationaliste religieux avec une représentation inédite au sein de la coalition? Je vous cite Naftali Bennett, hier, 10 ans après le désengagement, quelqu'un a oublié que cette fois, le camp nationaliste détient le pouvoir public et politique. Alors effectivement, on est 10 ans après, jour pour jour, le désengagement de la bande de Gaza, le retrait israélien de la bande de Gaza, le déplacement, l'évacuation de 8000 habitants juifs. Et cet événement est resté dans le monde, dans la mouvance sioniste religieuse, comme un événement extrêmement traumatisant. Et on va tout faire désormais pour qu'il n'y ait pas le moindre soupçon de risque que cela puisse se reproduire en Judée et en Samarie. C'est la raison pour laquelle la moindre construction est défendue de la sorte. Et il y a une volonté véritable, une affirmation très claire de vouloir revenir sur des implantations qui ont été évacuées
pour faire en sorte que plus jamais cela, d'une certaine manière, du côté de l'évacuation. Alors on va essayer de revenir peut-être sur ces images de Naftali Bennett qui s'est immédiatement rendu sur place hier, sur le toit. Il s'est adressé à ses habitants des implantations avec un micro. Il est ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, il faut le rappeler. Et pour ses détracteurs, il aurait choisi son intérêt politique, électoral et pas l'intérêt national en ne faisant pas preuve de responsabilité, en n'appelant pas au calme et en ne respectant pas une décision juridique. Est-ce que c'est un argument recevable? Alors, effectivement, c'est son public, c'est les habitants des implantations juives, c'est le public, c'est l'électorat de base de Naftali Bennett. Alors effectivement, il va vers son électorat. C'est vrai que lui, Naftali Bennett, a voulu élargir cet électorat. Il a voulu aussi toucher des couches de la population qui sont moins religieuses, moins nationalistes. Mais c'est vrai que c'est son électorat de base. Par contre, il y a derrière cela une frustration de la part de Naftali Bennett parce que sa collègue Ayelet Shaked, qui est ministre de la Justice, un poste extrêmement important, avait voulu vérifier s'il n'y avait pas de risque d'évacuation et de démolition de ces maisons. Elle s'était rendue à Bethel la veille et Moshe Yaalon, le ministre de la Défense, lui avait promis qu'il n'y aurait rien. Il se sent dupé et donc d'une certaine manière il y a là une dispute aussi, au niveau de la coalition pour savoir qui est le leader de la droite nationaliste. Et pour finir, Daniel, est-ce qu'il y a un risque d'explosion de cette coalition avec cette crise dans les implantations? Ce sont des menaces qui sont proférées en particulier sur l'aile droite du foyer juif, mais on a beaucoup de mal à imaginer qu'un parti qui est aujourd'hui à la tête de plusieurs ministères aussi importants comme le ministère de l'Éducation, le ministère de la Justice, envisage de quitter ce gouvernement dans cette situation. Merci beaucoup Daniel Haïk. Et cette affaire fait évidemment les gros titres de la presse israélienne. Ce matin, on passe en revue avec vous les principaux journaux israéliens, Maurice. Oui, Barbara, on va commencer par Israël Hayom. Alors Dan Margalit, qui suit les événements à Bethel pour le quotidien, donne ce matin un conseil au gouvernement. Il faut éviter, écrit-il, la destruction du chantier, mais avec précaution. Et Dan Margalit de prévoir que d'autres affaires de ce type risquent d'exploser car les habitants des territoires, soutenus par certains ministres, ne comprennent pas que le ministre de la Défense est dans leur camp, mais dans le respect de la loi. Haaretz, dans tout état de droit, les 2 bâtiments en construction dans l'implantation de Bethel sur des terres privées palestiniennes auraient été détruits avec l'approbation du Premier ministre, écrit l'éditorial de rédaction. Mais quand les ministres agissent contre les décisions des plus hautes instances judiciaires, Israël n'est plus un état de droit, en tout cas pour tout ce qui concerne ce qui se passe au-delà de la ligne verte. Le ministre de la Défense, Moshe Yaalon, se révèle être un homme de droite qui prend soin de respecter la loi et la justice, écrit Maariv. Mais il est aussi un astucieux politicien. Pour Moshe Yaalon, les députés du foyer juif ne sont pas très différents des messianistes qui veulent reconstruire le temple et brûlent des mosquées et des églises, écrit Maariv. Et on va finir par Al Jazeera. Les autorités israéliennes ont pris le contrôle de constructions illégales en Cisjordanie, écrit le site qatarite. Mais pour Al Jazeera, Moshe Yaalon n'est pas blanc comme neige. Le ministre de la Défense continue de manœuvrer pour empêcher la destruction des 2 bâtiments, écrit le site. Quant au Premier ministre israélien, il affirme que son gouvernement est opposé à la décision de la Haute Cour de justice, selon Al Jazeera. Voilà pour cette affaire. Merci messieurs. Et depuis plusieurs années, la communauté française essaye de s'organiser pour mieux être représentée au Parlement israélien. Toujours pas de députés pour représenter cette communauté d'1,5 million de personnes en Israël. Un lobby est en train de se mettre en place. Julien Balou l'a suivi. Les immigrés français en Israël sont de plus en plus nombreux et ils veulent faire entendre leurs intérêts. Pour y parvenir, ils tentent de s'organiser en un groupe de pression uni au Parlement israélien, le lobby francophone. L'inauguration officielle a eu lieu à la Knesset ce mardi. Plusieurs associations françaises, des députés et un ministre ont fait le déplacement. Le ton est d'emblée donné. Nous allons accompagner le ministre dans ses démarches pour rendre meilleure la vie des immigrés et surtout permettre une arrivée encore plus massive des Français en Israël. Mais au-delà des grandes déclarations d'intention, le travail à accomplir est immense. Les immigrés français font face à des difficultés d'intégration réelles liées à la maîtrise de l'hébreu, aux différences de culture, à la formation professionnelle, parfois non adaptée au marché du travail israélien, notamment en raison de la non-reconnaissance des diplômes du milieu médical et à l'absence totale de représentation politique. Je connais les difficultés de la jeunesse. Une grande partie des immigrés de France, d'Ukraine et des États-Unis ne parvient pas à s'intégrer, notamment à l'école. Je connais les chiffres.
Je sais que beaucoup d'immigrés ne parviennent pas à trouver du travail et ne s'en sortent pas face à la bureaucratie israélienne. Certains sont obligés de retourner en France. C'est inacceptable. Mais si ce député est conscient de la situation et a à cœur de l'améliorer, d'autres sont moins disposés à venir en aide aux immigrés français. Le sujet n'est pas encore pris totalement au sérieux par tous les députés. Ceux qui n'ont pas un lien personnel avec les immigrés français ne vont pas se sentir concernés par le lobby. Si nous ne nous organisons pas et ne nous rassemblons pas, personne ne nous écoutera. Et la situation actuelle ne changera pas. Nourit Koren, la présidente du tout nouveau lobby francophone à la Knesset, elle, en tout cas, est déterminée et elle a d'ores et déjà lancé des chantiers concrets, notamment la création d'une formation en français à l'école d'avocats basée sur le droit israélien. Parmi nos priorités figurent les questions de l'emploi, de l'apprentissage de l'hébreu, la reconnaissance des diplômes et les problèmes de logement. Nous voulons encourager l'immigration de France et nous voulons que les immigrés français restent en Israël avec leurs enfants. Des projets qui seront probablement observés de près par les 8500 immigrés de France qui arrivent en Israël cette année et par des milliers d'autres juifs qui envisagent eux aussi de franchir le pas. Julien, pourquoi un tel lobby est nécessaire? Il va servir à quoi? Concrètement, il va servir à faire avancer les intérêts des immigrés français en Israël. Et pourquoi c'est nécessaire? Parce que les Français ne sont pas du tout représentés à la Knesset. Il n'y a pas un seul député d'origine française au Parlement israélien. Il y a des députés d'origine marocaine, donc parfois qui parlent un peu français ou qui comprennent le français. Mais il n'y a pas de Français qui a fait son alia, qui est migré en Israël, qui est représenté au Parlement. Or, comme on l'a vu dans le reportage, ceux qui ne se sentent pas concernés directement par le problème, c'est-à-dire qu'il n'a pas, par exemple, un mari français, une épouse française, un fils qui étudie à Paris, donc il ne se sent pas concerné, donc il ne va pas prendre en considération les problèmes des Français. Donc les immigrés français, qui sont de plus en plus nombreux, créent un lobby pour se faire entendre, faire des pressions politiques. Des pressions politiques, c'est quoi? C'est des pressions électorales. C'est pas pour rien que la plupart des députés présents qui étaient hier à l'inauguration du lobby francophone étaient de droite, parce qu'on sait que la communauté française israélienne penche plutôt à droite, exactement, et donc ils veulent pas perdre cet électorat. Alors s'il fallait faire un parallèle avec une autre communauté en Israël, une grande communauté, Julien, c'est la communauté russophone, une communauté qui a réussi, et depuis toujours, sa représentation politique. Pourquoi les Français n'y sont pas parvenus? Absolument, les Russes ont complètement réussi leur pari. Ils ont eu leur heure de gloire avec le parti de Victor Lieberman, le Israël Beitenu, qui était à un moment la troisième force politique du pays. Ils ont eu des moyens de pression un peu partout, dans les professions médicales, les professions du milieu universitaire également. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque les Russes sont arrivés en Israël, la grande immigration russe en Israël à la chute de l'URSS, c'était une immigration massive de centaines de milliers de personnes. Donc tout de suite, il y a eu un poids démographique, un poids électoral, à l'inverse de l'immigration française, qui est une immigration dans le temps, depuis la création d'Israël, mais en moindre importance au niveau du nombre. Mais c'est que depuis quelques années que l'immigration française augmente. Et je crois que Daniel veut réagir. Non, je pense qu'on peut dire que c'est une immigration extrêmement idéologique. Et donc, naturellement, ce sont des gens qui veulent s'intégrer dans la société israélienne beaucoup plus rapidement que ne pouvaient le faire à l'époque les russophones. Alors, pour finir, vous l'avez dit, ce n'est peut-être pas un hasard du calendrier si ce lobby voit le jour actuellement pour l'immigration française. C'est un été record qui s'annonce. Un été historique, 3500 immigrés de France. Rien que cet été, il faut comprendre qu'il y a des années entières où il n'y avait pas la moitié de ces 3500. Donc, c'est un chiffre record. Et 8500 sur l'année 2015, c'est 20% de plus que 2014, en sachant que 2014 était déjà une année record. Donc c'est un chiffre qui est totalement historique. Notez qu'il y avait déjà eu un lobby francophone dans la précédente Knesset, mais à part le fait d'avoir réussi à exister, il n'avait pas fait grand-chose, il n'avait pas réussi à faire grand-chose. Cette fois-ci, il y a des députés qui ont l'air un peu plus engagés dans le dossier, donc il y a un plus grand espoir pour lui. Merci beaucoup Julien, merci Daniel. À suivre, après un nouveau journal, on va reparler de sport avec ces fameuses boules de pétanque farcies de mercure, ces raquettes, spaghettis au double cordage ou encore ces gants de boxe plâtrés. Bref, on reviendra sur ce qu'on appelle le dopage mécanique. C'est un débat qui ressurgit chaque année à l'occasion du Tour de France. Restez avec nous, ce sera après un nouveau point complet sur l'actu qui vous est présenté ce matin par Daniel Atlan.
plateau du Morning, merci d'être avec nous ce matin. On est mercredi, jour de sortie au ciné. Laetitia, on va voir quoi cette semaine? Alors, cette semaine, j'ai une question. Si on vous proposait de vivre éternellement, qu'est-ce que vous feriez, Barbara et Rudy? Qu'est-ce qu'on ferait toute la vie? Si on vous proposait, vous pouvez vivre éternellement, vous accepteriez? Oui, bien sûr. C'est une vraie question métaphysique. Eh bien, c'est l'idée du film Renaissance, ce film de science-fiction dans lequel un richissime homme d'affaires est atteint d'une maladie incurable et à qui on va proposer une opération révolutionnaire afin de lui permettre de transférer son esprit dans un corps tout neuf, tout beau, tout athlétique, tout jeune. Seulement, il va découvrir un vilain... c'est le premier qui le choisirait, ça c'est sûr. Seulement, il va vite découvrir un vilain secret sur cette opération. On regarde ça tout de suite en image. Vous avez bâti un empire de toutes pièces. Ça s'est métastasé. Je n'en ai pas pour plus de 6 mois. Aux yeux du monde, vos immeubles vous rendront immortels. Où voulez-vous en venir? Vous sentez-vous immortel? Nous offrons au plus grand de nos esprits plus de temps pour s'accomplir pleinement. C'est déjà vivant. Une coquille vide. Si nous nous lançons, c'est un aller simple. Qu'est-ce que c'est? Ça permet d'arrêter votre cœur. Quoi? Je suis né le 20 septembre 1980. Je m'appelle Edward Kidner. Tâchez de vous reposer un peu. Amusez-vous. Après tout, à votre âge, vous l'avez bien mérité. Ce n'était pas une hallucination. La mort a certains effets secondaires. Y a quelqu'un? Marc, comment c'est possible? C'est toi? Cette femme croit que son mari est mort. J'ai exaucé votre souhait. Je n'ai jamais voulu que d'autres en souffrent. Sans moi, votre esprit rechutera. Je veux vous aider. Il est plus dangereux qu'on pensait. Vous savez, Damien, tous les progrès de la médecine ont un prix. Voilà, il y a visiblement pas de réaction. Non, c'est qu'il y avait un débat sur le fait que, je disais en antenne, que Google travaillait exactement sur ça, c'est-à-dire sauvegarder les souvenirs et les données sur un disque dur pour pouvoir vivre éternellement. On dit que d'ailleurs, l'homme qui va vivre 1000 ans, ou en tout cas éternellement, est déjà né, et Google nous promet... C'est vous? Oui, peut-être. Google nous promet ce genre de choses, avec évidemment tout ce que ça implique au niveau éthique, et je pense que le film doit développer ce genre de peur. Bon, alors ça s'appelle Renaissance. Voilà, c'est de Tarsem Singh, qui est un réalisateur indien. Et on va rester dans le cinéma indien, mais en Inde cette fois-ci, avec Umrika, qui est un film qui confirme l'émergence du cinéma d'auteur indien, très loin de Bollywood, dépourvu d'exotisme et de paillettes. Ce réalisateur joue justement avec ces clichés à travers l'histoire de 2 frères d'un petit village qui sont attirés par les États-Unis. Umrika, America, c'est le jeu de mots. On regarde ça tout de suite en image. और अंग्रेजी में बोला था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखो थे पहाड़िया के पीछे सेहत के ख्याल रखने भैया से बात कर लेते ना बस की बात खाए अमेरिका देख कह रहे हो खोलो अमेरिकन सुअर लग रहा उदय हो तुम एक ही अम्मा के न्यूज़ कर वो अमेरिका में मोटर गाड़ी हम भी चलाए देखियो अमेरिका में तो कछु भी संभव है भैया भैया वो अमेरिका में तू गया उधर नहीं अभी जाऊंगा कभी अमेरिका जॉन ने दिमाग में चरस बोरक क्या करे लालू अमेरिका के काम है हम फोटो खींचेंगे भेजेंगे तुमको हॉलीवुड व्हाइट हाउस चेहरों वाली पहाड़ तुम हर मोड़ पे हमारे साथ ही उड़ा दिखा
Voilà, c'est le vrai coup de cœur de la semaine et c'est surtout porté par deux acteurs absolument formidables qu'on a pu découvrir notamment dans la série Homeland ou encore le film Life of Pi. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un souffle dans le cinéma indien et ça fait du bien de voir aussi des contes et des road movies de la sorte, pas seulement qu'aux États-Unis ou en France, et de voir des nouveaux horizons au cinéma. Voilà. Le dernier film de la semaine, on part aussi dans de nouveaux horizons, direction le Portugal. C'est le deuxième volet d'un projet fou de ce réalisateur portugais qui s'appelle Miguel Gomez. Ça s'appelle Les 1001 nuits. C'est donc, comme je disais, le deuxième volet qui s'appelle Le Désolé. Non pas qu'il est désolé d'en avoir fait un premier volet, mais puisque c'est un vaste portrait du Portugal contemporain inspiré de multiples faits divers qu'une équipe de journalistes est allée recueillir partout dans le pays au moment où les mesures économiques d'austérité frappent l'ensemble du pays. C'est en 3 volets qui sortent. Donc en fait, c'est un film de 6 heures découpé en 3, 2 heures chacun. Le troisième sortira en septembre. Le premier est sorti en juin. Et voilà donc le deuxième en images. Isto é uma história de amor muito fodida. Mesmo fodida, mas é uma história de amor. Calhar foi Deus que mandou assim, igualzinho ao falecido. Tudo tem o seu tempo. O velho que já passou. É sempre a mesma comida, mas precisávamos de um pouco de dinheiro para... Não é sempre a mesma coisa. Para pagar as coisas, para comprar outras coisas. Vizinho! Vizinho! Isto é sempre a mesma coisa. Miséria. Estou tão cansada. Por certo, vais deixar-me acabar aquilo que tenho para contar, pois o gênio quer ouvi-lo. Escuta, ó rei venturoso. Fui sabedora de que num triste país entre os países... Estão ocupados pelos reis! Os reis e outros reis! Mas não temos sangue nas mãos! No fundo, não era melhor nem pior. Qu'est-ce qui vous a fait rire? Non, c'est la manière dont ça a été coupé juste au moment où il fallait... Il fallait pas. Voilà pour vos recommandations de la semaine. Voilà, tout à fait. Alors, je vous l'accorde, c'est pas la semaine la plus exotique et la plus divertissante, mais Umrika donne envie. C'est des films qu'il faut tout de même aller voir. Umrika, merci beaucoup Laetitia. Allez, c'est l'été, on l'a dit, et en Israël, de nombreuses attractions touristiques sont proposées en ce moment, direction le parc des expositions de Tel Aviv. Maël Benoliel, vous êtes sur place pour une expo assez particulière qui fait la part belle aux illusions d'optique. Oui, Barbara, après la montgolfière au-dessus de Tel Aviv la semaine dernière, nouvelle attraction d'été aujourd'hui, ici au parc des expositions de Tel Aviv, où une exposition de peinture justement un petit peu particulière a été mise en place pour les vacanciers. Alors ici, la particularité, c'est que toutes les peintures qui sont exposées sont en 3 dimensions, un art interactif tendance directement inspiré de l'art de rue et qui se développe de plus en plus ces dernières années. Trick Art, c'est le nom de cette exposition, invite le public à s'immerger dans un monde imaginaire et à faire partie des œuvres d'art exposées. Un défi artistique relevé de main de maître par le peintre israélien Noam Shemesh et son équipe. Il y a en tout et pour tout 30 fresques en 3 dimensions donc qui sortent véritablement des murs et qui donnent illusion de tableaux vivants. Le visiteur est invité ici à entrer littéralement dans l'image pour prendre part à la scène représentée. Rien à voir donc avec une exposition traditionnelle dans un musée et c'est peut-être la raison de son succès puisque Trick Art plaît particulièrement aux enfants et a déjà attiré plusieurs dizaines de milliers de curieux en seulement quelques semaines. Merci Maël. Et puis un mot de sport. Vous le savez, le Tour de France s'est achevé ce dimanche, mais la polémique, elle, se poursuit. Assez surprenant, une polémique sur ce qu'on appelle dans le monde du sport le dopage mécanique. Rudy, c'est quoi le dopage mécanique? Alors, on va revenir sur ce fameux 14 juillet dont je vous parlais lundi, l'ascension donc de la Pierre Saint-Martin. On va voir les images. Chris Froome, un futur vainqueur, on va le voir, voilà, il démarre comme un bolide et dépose ses adversaires qui ne peuvent rien faire. Ressurgit alors une rumeur persistante, non pas celle du dopage physiologique dont on parle tant, mais le dopage mécanique. En clair, ça veut dire avoir un micromoteur caché quelque part dans son vélo. C'est une rumeur qui est née en 2010, alors d'abord au Tour des Flandres, puis sur Paris-Roubaix, par 2 fois avec une facilité déconcertante. Le Suisse Fabio Cancellara a placé une accélération incroyable, sans faire d'effort, et évidemment cela a créé le doute. Alors je vous laisse les commentaires en flamand, vous nous traduirez après, Barbara. Bien sûr. Dat is Hansen, maar die heeft natuurlijk ook al veel gegeven in die vlucht. Je
Cancellara. Cancellara op kousenvoeten. Op het moment dat Bonner een klein beetje aan het indommelen was achteraan, gaat Cancellara daar als een stoomtrein weg. En kijk naar dat omwentelingsritme. Oh la 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 la. Balen, we have a problem. Tom. J'ai juste compris. Oh là là, on a tous compris. Voilà, on l'a plus jamais revu. Il est parti ça, très loin. Flèche, hein. Alors évidemment, il faut rappeler qu'à ce jour, malgré les recherches, les vérifications, aucun moteur n'a jamais été retrouvé sur aucun vélo. Mais depuis 2010 et cette séquence, la rumeur de micromoteur court, non pas dans la presse, mais aussi dans le peloton. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc le dopage mécanique, la triche avec son matériel en fait, qui n'existe pas seulement dans le monde du cyclisme, mais dans tous les sports. Ah oui, alors le journaliste Gilles Festor dans le Figaro revient sur ces cas de dopage mécanique les plus célèbres dans l'histoire du sport, et ça fait un peu gadget à la James Bond en mode do it yourself. Alors premier exemple, cette boule de pétanque que j'ai dans la main, ça peut être, voilà, vous le voyez ici, la boule de pétanque peut être une machine à tricher si vous la remplissez discrètement de mercure. Ça devient ce qu'on appelle une boule farcie. La boule farcie devient ça devient plus lourd parce que le mercure en fait absorbe tout ce qui est onde de choc, et la boule donc va s'arrêter plus rapidement et donc rebondir beaucoup moins. Autre façon de tricher, autre sport, la boxe, avec des conséquences là bien plus dramatiques. Le cas le plus célèbre de triche en boxe, eh bien ça reste celui de Luis Resto. La scène se passe en 1983 et voilà. Et avant un combat contre Billy, non, il lui a pas mis une boule de pétanque dans le, mais presque. Avant un combat contre Billy Collins Jr., son entraîneur a la bonne idée de lui faire enlever en fait une partie du rembourrage dans ses gants et de lui mettre du plâtre sur ses bandages pour pouvoir faire plus mal à son adversaire. Résultat, 10 rounds plus tard, Bill Collins perd le combat, mais il perd aussi un œil. Et quant aux deux tricheurs, le boxeur et son entraîneur, eux, ils auront droit à la visite du FBI et à une fin de carrière plus rapide que prévu. Alors plus sympa, très 70s, la raquette spaghetti dont étaient fans notamment Elina Staz et Guillermo Villas, que l'on voit ici dans un match de raquette spaghetti. Alors c'est un principe qui a été inventé par Edwin Fischer en 77. Ce n'était pas illégal, c'était permis parce qu'à l'époque la législation sur les raquettes n'était pas aussi précise. Alors voilà, on superpose deux cordages pour double cordage pour donner un effet totalement imprévisible à la balle. Donc voilà, alors que ça soit en voile, en football américain, en rallye, le dopage mécanique existe. Alors la difficulté finalement pour ce dopage mécanique, c'est de placer la frontière très fine entre innovation du matériel et de la triche, quoi, tout simplement. Oui, et c'est la question qui s'est posée en 2008 avec ces fameuses combinaisons en polyuréthane qui ont transformé les nageurs en véritables dauphins. Résultat, en quelques mois, les records sont tombés les uns après les autres, et en juillet 2009, fin de la récré, la Fédération internationale de natation annonce l'interdiction de ces combinaisons. C'est quoi le principe de ces combinaisons ? Elles font passer l'eau plus rapidement et donc donnent une pénétration beaucoup plus rapide. Sur le corps, quoi. Donc en fait, on est plus rapide. Voilà. Alors donc ce dopage mécanique, finalement, c'est assez tabou chez les sportifs. On n'en parle pas, mais c'est un peu comme le dopage physiologique. On a mis une vingtaine d'années avant de réellement en parler et de dire que c'était une réalité. Et pour l'instant, dans le monde du cyclisme, ça reste aussi un tabou. On ne parle pas de ce dopage mécanique comme une source de tricherie comme une autre. Et puis il y a les questions du ballon de foot à chaque grande compétition qui se repose aussi, son ergonomie, etc., qui pourrait, là aussi, la limite est fine. Alors effectivement, ça peut changer énormément de choses. Il y a aussi le cas d'un footballeur américain qui avait sous-gonflé son ballon pour pouvoir l'attraper plus facilement. Mais là, en fait, on est dans la légalité. On est dans quel matériel on va utiliser. Si le matériel utilisé est le même pour tout le monde, ça s'appelle de l'innovation. Si on triche et qu'on sous-gonfle un ballon et qu'on lui change pour un match en particulier, là, ça devient de la triche. Merci beaucoup, Rudy. Allez, on parle de sport, mais un sport beaucoup plus calme. Ça se passe sur votre Game Boy. Ressortez-le de votre grenier, mais cette fois-ci, pas pour jouer à Super Mario ou à Pac-Man, mais pour un tout autre usage, créer de la musique. Regardez. C'est un grand bond en arrière dans les années 80. Souvenez-vous, c'est l'époque de l'Atari, de l'Amiga et de la Game Boy. C'était bien avant le HD, les applications et les tablettes. Pourtant, si ces passionnés ont ressorti ces antiquités de leur tiroir, ce n'est pas par pure nostalgie. Bien au contraire, avec leur console, ils font de la musique. Chip music
La chip music, c'est de la musique composée sur un vieil ordinateur ou une console vintage. Il s'agit de ces consoles avec lesquelles vous jouiez à l'époque, comme celles tournant sous Atari, Commodore ou sur les Game Boy, que personnellement j'utilise. Donc vous pouvez utiliser un programme qu'on appelle un tracker pour hacker le générateur de son de ces consoles pour finalement l'utiliser comme un synthétiseur. Utiliser une console de jeu pour créer de la musique. L'idée n'est certes pas nouvelle, mais ces derniers temps c'est vraiment hype et surtout à la portée de presque tous. Voilà, on touche à la fin de notre édition. On va saluer la grue derrière nous. Ça fait toujours plaisir dans le joli décor. Merci les amis. Merci à vous d'avoir été avec nous. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actu. Passez une très belle journée. À demain. Portez-vous bien.